Glastonbury est sans nul doute l'un des plus anciens sites sacrés d'Europe. Situé en Grande-Bretagne, il surplombe les alentours et ne peut échapper au regard. Il était connu des Celtes, mais d'autres indices tentent à prouver que ce tour était déjà sacré avant que les Celtes n'arrivent en Grande-Bretagne au VIe et VIIe siècle avant Jésus-Christ. Stephen Jenkins, qui a étudié le bouddhisme au Tibet, demanda un jour à son gourou où se trouvait Shambhala, le lieu sacré légendaire des anciens hindous. À son grand étonnement, le gourou lui répondit que Shambhala était situé en Grande-Bretagne, dans un endroit qui s'appelait maintenant Glastonbury. L'abbaye de Glastonbury se niche dans la vallée, protégée par le pic. Elle fut fondée au Ve siècle par Patrick, avant qu'il ne parte évangéliser l'Irlande. D'après Geraldus Cambrensis, c'est là que repose le roi Arthur, ce qui semble confirmé par la découverte, en 1911, d'un cercueil contenant les squelettes d'un homme et d'une femme. On déchiffra l'inscription suivante. Ici gît le roi Arthur, celui qui fut et qui sera. À cause de son lien avec la légende arthurienne, l'abbaye devint une des plus riches et des plus puissantes d'Angleterre. En 1539, les envoyés du roi Henri VIII exécutèrent son dernier abbé, Richard Whiting, au sommet du pic. L'abbaye fut ensuite détruite et livrée à l'abandon. En 1907, l'Église d'Angleterre racheta les ruines pour le prix de 36 000 livres sterling. Après des siècles d'oubli et de vandalisme, il était nécessaire de faire des fouilles approfondies. Tout avait disparu, même l'endroit où avaient habité les moines. On choisit un architecte de 43 ans, du nom de Frederick Blick Bond, pour mener à bien ses recherches. Considéré comme l'un des meilleurs spécialistes de l'architecture gothique en Angleterre, restaurateur d'anciennes églises, Bond semblait qualifié pour cette tâche. L'Église anglicane ne l'aurait cependant pas choisi avec autant d'enthousiasme si elle avait su que Bond s'intéressait de très près à l'occultisme. Il avait été un enfant rêveur, toujours plongé dans les livres. Ses débuts dans la vie active ne lui avaient apporté que des illusions, jusqu'au jour où il avait lu un livre intitulé « The Night Side of Nature », la face cachée de la nature, de Catherine Crowe. Best-seller de l'époque victorienne, ce livre traitait en détail des pouvoirs psychiques et des mystères occultes. Profondément marqué par cet ouvrage, Bond devint un adepte des sciences occultes et s'y intéressa jusqu'à la fin de sa vie. En devenant l'élève de l'architecte Charles Hansen, spécialiste de l'architecture gothique, Bond saisit la chance que lui offrait le destin de développer concrètement l'amour romantique qu'il portait à l'époque médiévale. En 1907, il était un des architectes anglais les plus connus et les plus respectés. Mais l'œuvre qu'il accomplit à Glastonbury allait mettre un terme à cette renommée. À la fin du XVe siècle, à l'instigation de Richard Beer, dernier abbé de Glastonbury, l'abbaye avait vu naître le culte de Joseph d'Arimathie, l'oncle du Christ, qui, selon la légende, serait venu à Glastonbury avec l'enfant Jésus et qui aurait, plus tard, amené le calice de la Seine, le Saint Graal. Pour célébrer ce culte, l'abbé Père avait fait construire 2 chapelles, la chapelle Loretto et la chapelle Edgar. Bond avait mission de retrouver ces 2 chapelles totalement détruites par les émissaires d'Henri VIII.
Personne n'avait plus la moindre idée de leur emplacement. Problème mineur, l'argent manquait pour entreprendre des fouilles systématiques. Bond devait donc compter sur sa chance. Il avait aussi à faire face à la rivalité d'un autre architecte, Carraway, qui avait pour ambition de préserver les ruines. Il espérait bien devancer Bond et s'attribuer le mérite d'éventuelles découvertes intéressantes. Il fallait donc réussir, et vite. Bond n'hésita pas. Il résolut d'entrer en communication avec l'au-delà. Ce que, bien sûr, il n'admit pas, du moins pas en ces termes. D'après lui, il se livra à une expérience psychologique. À l'époque, on parlait beaucoup dans les cercles occultes des correspondances croisées. À différents moments, des médiums reçoivent des messages en écriture automatique. Quand on les confronte, ils forment un tout complexe. Bond décida d'utiliser cette méthode pour l'aider à mener à bien les fouilles de Glastonbury. Il avait un ami médium du nom d'Alain Bartlett qui avait déjà reçu des messages en écriture automatique. L'après-midi du 7 novembre 1907, Bartlett et Bond s'installèrent dans le bureau de Bond à Bristol et se mirent à interroger les esprits. Leur méthode était simple. Bond prit place à une table de bois face à Bartlett qui tenait un crayon à la main avec une feuille de papier vierge devant lui. Bond posa la main sur celle de son ami et commença à poser des questions. « Pouvez-vous nous donner des renseignements sur Glastonbury ?» La main de Bartlett se mit à remuer. Plus tard, les deux hommes déchiffrèrent le message écrit d'une petite écriture irrégulière. Toute connaissance est éternelle et peut s'acquérir par sympathie mentale. Je n'étais pas en sympathie avec les moines. Je n'ai pas encore trouvé de moine. À première vue, cela semblait prometteur. Bond précisa qu'il pouvait faire venir des moines de sa connaissance. Peut-être cela aiderait-il à établir la liaison. Le crayon se mit à bouger. Sur le papier apparut un dessin, le plan de l'abbaye auquel s'ajoutait un long rectangle à l'extrémité est. Ce plan était signé Julius Monachus, Guillaume le moine. Comme le rectangle semblait trop grand pour être une chapelle, Bond demanda un croquis plus précis. Le crayon traça alors le plan d'une chapelle, puis de deux autres chapelles, plus petites, au nord. Bond demanda qui les avait construites. Réponse, l'abbé Bert. L'esprit précisa que c'était la chapelle Edgar et qu'elle avait été détruite sous le règne de l'abbé Whiting. Quand on lui demanda son identité, l'esprit écrivit « Ego Johannes Bryant, moine et maçon ». À la fin de l'expérience, les deux hommes étaient partagés. Celui qui leur répondait semblait savoir de quoi il parlait, mais les réponses paraissaient presque trop parfaites pour être vraies. Tous ces renseignements sur la chapelle Edgar ne venaient-ils pas de leur inconscient? 4 jours plus tard, ils renouvelèrent l'expérience. Leur interlocuteur précisa d'abord qu'il commençait à se fatiguer, mais que les moines étaient désormais impatients de parler. Ils disent que les temps sont venus et que la malédiction touche à sa fin. Puis, une autre main écrivit « Bénédicte, allez vite à Glastonbury ». Et plus tard, la main ajouta « Tout ceci est dur à exprimer en latin. Mon fils, tu ne pourrais pas comprendre. Nous parlerons en langue anglaise. » À la question « Dites-nous qui vous êtes », il répondit « Je suis décédé en 1533. J'ai vécu sous le règne d'Henri VIII. » Après cette expérience,
Bond et Bartlett se réunirent régulièrement. Ils obtinrent une grande quantité de renseignements. Il y avait plusieurs moines et plusieurs sortes d'écriture. Finalement, en 1908, les fonds nécessaires pour la conduite des travaux furent réunis. Les fouilles commencèrent en 1909 et Bond, enchanté mais vaguement inquiet, s'aperçut tout de suite que les moines avaient dit la vérité. Il voulut tout d'abord vérifier s'il y avait bien une grande chapelle à l'extrémité est de l'église, ainsi que les restes de 2 tours à l'extrémité ouest, comme Johannes Bryant l'avait affirmé. En mai 1909, les ouvriers commencèrent à creuser des tranchées à l'extrémité est de l'église en ruine. Lorsque Carroway, le rival de Bond, survint et contempla le travail, il s'étonna du manque de logique qui, apparemment, présidait l'aménagement des tranchées. Ainsi fut-il des plus stupéfait lorsque les ouvriers mirent au jour un mur d'enceinte long de 10 mètres, direction nord-sud. De plus, des fouilles entreprises de l'autre côté de l'église, en ruine, révélèrent la présence de 2 tours. Les supérieurs de Bond se félicitèrent d'avoir engagé un architecte si capable et à qui la chose semblait sourire. Quant à Bond, il se demanda certainement à plusieurs reprises s'il fallait dévoiler l'existence de ses interlocuteurs. Le beau sens lui recommanda de rester prudent. L'Église n'avait jamais vu le spiritisme de bon œil. Les dogmes chrétiens affirment bien que la vie existe après la mort, mais l'Église n'avait jamais cherché à développer une éventuelle communication avec les morts. Comment, dans ces conditions, Bond pouvait-il expliquer que ses interlocuteurs se désignassent sous le nom de « Compagnie d'Avalon ». Sagement, Bond décida de se taire, du moins pour l'instant. Les découvertes se succédèrent à un rythme accéléré et la réputation de Bond grandit. Les moines se montraient d'une extraordinaire exactitude. Ils mentionnèrent par exemple une porte dans le mur est qui donnait dans une rue. Cela semblait fort peu probable car, en règle générale, il n'y a pas de porte dans le mur est des églises. Or, on en trouva bien une. Ils déclarèrent aussi que la chapelle faisait 28 mètres de long. Cela semblait énorme. Les esprits avaient aussi précisé que l'on trouverait des restes de vitraux de couleur azur, alors que la plupart des vitraux de l'époque étaient blancs et or. Pourtant, on retrouva effectivement des fragments de vitrail bleu de la chapelle Edgar. Un esprit, qui semblait être celui de l'abbé Bert, déclara que le toit était or et pourpre. Les fouilles mirent au jour des moulures qui portaient encore des traces de peinture, or et pourpre. En 1918, 10 ans après le début des fouilles, Bond décida de faire connaître au public les entretiens secrets qui expliquaient en grande partie sa réussite. Il pensa qu'après tant de succès, il n'avait rien à craindre. Malheureusement, il se trompait. Que révéla la compagnie d'Avalon pour que Bond décide de livrer son secret?